Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Bonjour. Jean-Paul Garot. Bonjour. Des milliers de Brexiteurs se sont rassemblés à Londres le vendredi dernier pour célébrer la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Quel est votre avis sur ce moment historique de l'Union européenne? Oui, alors d'abord, mais c'est une plaisanterie bien sûr. Je pense que les Anglais ont bien fait de faire la fête parce que malheureusement pour eux, 2 jours après, ils ont perdu le match France-Angleterre en rugby. Mais trêve de plaisanterie naturellement. Moi je dirais très simplement que c'est une décision qui enfin est rentrée en application. Enfin, je dirais, parce que depuis le référendum, puis ensuite les élections générales qui ont été mises en place par Boris Johnson au Royaume-Uni, qui ont confirmé en quelque sorte la volonté du peuple britannique de sortir de l'Union européenne. Donc enfin, au bout de 4 ans, la volonté du peuple britannique a été respectée. Et naturellement, Les Britanniques retrouvent leur souveraineté du coup. Exactement. Et naturellement, je n'ai pas apporté un jugement, je dirais, sur une décision souveraine d'un État. Moi, je suis très favorable, naturellement aussi, à faire en sorte que les peuples soient consultés. Et il n'y a rien d'offensant à consulter, naturellement, les peuples. Le problème, c'est que certains ont critiqué donc cette décision. J'ai en tête d'ailleurs une déclaration de M. Bernard-Henri Lévy qui est très méprisante, qui associe le populisme, la haine, le fait que le peuple britannique se soit trompé à son goût et emploie des termes d'ailleurs très forts et très méprisants. C'est une insulte à l'encontre du peuple britannique. Non, moi je pense que les Britanniques ont pris une décision qui les concerne. Je pense aussi que, contrairement à tout le catastrophisme qui a été annoncé par un certain nombre de médias et de responsables politiques français, eh bien, les Britanniques s'en sortiront plutôt bien. Et d'ailleurs, les chiffres que nous avons aujourd'hui sont favorables. Il n'y a pas eu de cataclysme annoncé depuis d'ailleurs le temps où les Anglais ont donc décidé de cette sortie de l'Union européenne. Donc vous n'allez pas être forcément contre l'idée d'écouter le peuple français, par exemple, de proposer, parce que nous avons déjà parlé du Frexit, de Polexit potentiel peut-être dans l'avenir. Vous en dites quoi? Comme je vous le disais, je pense que c'est une bonne chose de consulter le peuple. Alors nous ne sommes pas favorables en l'état à une sortie de l'Union européenne. Nous sommes favorables plutôt à un changement de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous sommes contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes européens, mais contre l'Europe telle qu'elle est devenue, contre ces institutions telles qu'elles sont devenues. C'est pour cela que notre volonté est d'essayer de changer l'Europe de l'intérieur. Et c'est vrai que nous sommes plus en mesure de le faire, puisque avec justement les conséquences du Brexit, nous avons, entre guillemets, gagné quelques députés de plus, et nous nous retrouvons, avec notre groupe Identité et Démocratie, nous nous retrouvons la première force d'opposition au Parlement européen. Donc, 4e groupe au Parlement européen aujourd'hui. 4e groupe et première force d'opposition, donc avec 76 députés. Et le bloc souverainiste, disons, est à plus de 200 députés. Donc nous allons évidemment essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Et nous verrons bien si cela évolue favorablement. Et s'il est nécessaire à un moment donné de donner la parole au peuple, nous la donnerons à partir du moment où nous gagnerons les élections présidentielles de 2022, ce à quoi, bien sûr, nous travaillons, puisque nous le savons tous, Marine Le Pen a déclaré sa candidature à la présidence de la République. Du coup, nous pouvons parler, par rapport au groupe ID, nous pouvons parler d'un succès indirect, mais toujours un succès au Parlement européen. C'est cela. C'est une évolution qui est très positive, je dirais. On respecte la volonté du peuple, tout simplement. Maintenant, je voudrais parler d'un sujet avec pour lequel vous avez beaucoup de connaissances. C'est le sujet du terrorisme, c'est le sujet de dernières attaques terroristes, notamment le dimanche 2 février. L'attaque au couteau a fait 3 blessés à Londres. Il a été revendiqué hier, d'ailleurs, par l'organisation État islamique.
Vous avez une autre attaque le 3 février, c'est-à-dire hier, à Dieuze, où aucun signe de radicalisme en fait, islamiste n'avait été décelé chez ce jeune militaire. Nous avons l'impression que ces attaques ne s'arrêtent pas ces derniers temps. Selon vous, quelle serait la solution pour éviter ce genre de drame en Europe? Alors il y a beaucoup de questions évidemment et beaucoup de sujets à aborder par rapport à la question que vous venez de poser. Au-delà de l'attentat lui-même, qui est dramatique naturellement, à chaque fois c'est un drame. D'autres questions se posent. L'attentat qui a eu lieu donc à Londres pose des questions et en particulier des questions sur une personne qui avait déjà été condamnée pour terrorisme et qui donc commet un nouvel acte terroriste alors qu'il se trouve bénéficiaire d'un aménagement de peine, en l'occurrence une libération conditionnelle. Pour donner des chiffres, la personne condamnée en 2018, à l'âge de 18 ans, à 3 ans de prison. Il avait été libéré en janvier après avoir purgé uniquement la moitié de sa peine. C'est cela. Donc par rapport à cela, Boris Johnson vient d'annoncer d'ailleurs qu'il allait durcir la législation en matière de lutte contre le terrorisme et notamment interdire donc des mesures d'aménagement de peine à des personnes condamnées pour terrorisme. En France, il faut le faire. C'est une absolue nécessité parce que les pouvoirs publics français n'ont pas encore compris qu'il faut traiter différemment les auteurs d'infractions terroristes et les auteurs d'infractions, je dirais, de droit commun. L'auteur d'une infraction de droit commun, un braquage, un vol, une infraction aux mœurs, la personne, le délinquant, agit en fonction de son intérêt personnel. Et on va juger son acte en fonction de sa responsabilité personnelle. Par contre, une personne qui commet une infraction terroriste obéit, en quelque sorte, à une volonté systémique. La personne veut combattre un système, veut abattre un système. Et donc il est complètement anormal, excusez-moi du terme, à côté de la plaque, de justement lui appliquer une sanction individuelle, je dirais, individualisée, avec des mesures de type aménagement de peine, des mesures de réinsertion, puisque là on est face à un individu qui met en cause la société. Donc il est important que la France prenne évidemment la mesure de cela. Et le deuxième attentat, celui qui a eu lieu en France, pose des questions considérables, puisqu'il s'agit d'un militaire, d'un jeune militaire, qui a été recruté par l'armée, qui va commettre donc un attentat dans une gendarmerie. Nous avons malheureusement... Nous ne pouvons pas parler de troubles psychiques. Ah non. Nous pouvons plutôt dire que c'est un niveau assez élevé du fanatisme. Oui, c'est un niveau élevé de fanatisme, parce que cette personne a été recrutée par l'armée, a subi des tests psychologiques, a donc simulé ses véritables intentions, motivations, et tout comme, je dirais, l'auteur de l'attentat à la préfecture de police de Paris, a attaqué l'un des grands corps de l'État, qui est la gendarmerie, et qui est de l'autre côté la police. Donc ça veut dire très simplement que nous avons des personnes infiltrées, des islamistes infiltrés dans nos services, dans les grands corps de l'État. Et bien sûr, il n'y a pas que l'armée et il n'y a pas que la police. Donc là aussi... Qu'est-ce que nous allons faire du coup avec des personnes qui vont être libérées? Oui. Pour vous donner des chiffres, bientôt environ 400 personnes. Bientôt, je veux dire, avant la fin de l'année 2020, plus de 400 personnes vont être libérées en France, les personnes qui ont été condamnées pour le terrorisme islamiste en France. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce genre de gens, en sachant très bien que nous ne pouvons pas les surveiller 24 heures sur 24? C'est impossible. Nous avons donc environ, je crois, les derniers chiffres qui m'ont été donnés, 746 détenus. 726 détenus. 726 détenus pour donc des faits en relation avec le terrorisme, dont plus de la moitié vont être libérés d'ici la fin de l'année 2020, de cette année. Ces personnes vont être libérées et naturellement, il n'y aura ensuite vraisemblablement aucune mesure de coercition. Ils vont se retrouver dans la nature. Quand nous savons aussi que parmi toutes ces personnes, et ceci nous le savons
car des études ont été faites par rapport à eux, et je pense notamment à Thierry de Montbrial, qui a déposé des observations, des notes, évidemment, oui, qui donne des par rapport à cela. Oui. Nous savons qu'aucune de ces personnes qui vont être libérées en 2020 n'est déradicalisée. Donc elles sont potentiellement toujours très dangereuses. Et quand nous voyons les auteurs d'attentats, notamment en Angleterre, qui donc ont été condamnés déjà pour terrorisme, et en France c'est arrivé aussi, il y a tout lieu de craindre ce qui va se passer. Et par rapport à cela, quelle est l'action de l'État français? En l'État, justement, il n'y a rien. Or, alors j'ai une proposition par rapport à cela. J'étais l'auteur en 2008, suite à un rapport que j'avais rendu en 2006, qui s'appelait « Réponse à la dangerosité », qui a été publié à la documentation française, un rapport de mission qui m'avait été donné par le Premier ministre de l'époque. J'avais mis en place, et ensuite ça a été validé par une loi du 25 février 2008 d'ailleurs, je me souviens parfaitement, un dispositif qui permet de continuer, je dirais simplement, qui permet de continuer à contrôler un individu après sa fin de peine, tant qu'il est toujours réputé être dangereux. Alors ça obéit à toute une série de conditions, bien entendu, mais c'est inscrit dans le droit français, ça existe dans le droit français. Je pense que ce dispositif doit être appliqué à toutes ces personnes, celles qui malheureusement reviennent du djihad et que l'État français à qui l'État français permet ce retour. Vous vous souvenez, M. Castaner, ministre de l'Intérieur, avait dit on va les judiciariser, ce qui ne voulait absolument rien dire, qui n'est pas du tout juridique et qui en fait ne correspond strictement à rien. Eh bien, tous ces gens-là, il faut les encadrer. Et s'ils sont toujours dangereux, il faut les garder en détention. Il faut les garder dans des centres spécialisés. Car encore une fois, ce n'est pas le même droit, ce n'est pas la même loi qui doit s'appliquer à eux que par rapport, bien entendu, à ces délinquants, je dirais, de droit commun. Et malheureusement, la France, le gouvernement actuel, ne prend pas la mesure de tout ceci. Là aussi, il est essentiel d'y parvenir. Le problème, c'est que le gouvernement, M. Macron et son gouvernement ne le feront pas. Toutes les minutes comptent pourtant. Justement, en parlant du gouvernement et toujours du terrorisme, souvenez-vous, je suppose, de la mort des 13 militaires français le 25 novembre 2019. C'était une collision entre les deux hélicoptères de l'opération Barkhane. Ceci relance le débat sur la présence française au Sahel. Oui. Que pensez-vous de cette présence des militaires au Sahel et aussi de la politique de Macron? Alors d'abord une observation suite à ce que nous avons dit tout à l'heure. Je dirais très simplement, et les gens comprennent cela, avant d'aller se combattre à l'extérieur l'islamisme, il faut le combattre d'abord chez nous. Puisque nous avons, et nous le savons, des prêcheurs de haine, nous avons des mosquées salafistes, nous avons des fichiers S, nous avons des auteurs d'attentats qui se sont manifestés et d'autres qui peuvent se manifester d'une minute à l'autre. Donc avant d'aller se battre à l'extérieur, il faudrait d'abord se battre à l'intérieur et mener cette guerre contre l'islamisme à l'intérieur de notre pays. Première observation. Deuxième observation, la France a payé un lourd tribut à la lutte contre le terrorisme. Ces jeunes gens ne sont évidemment pas morts pour rien. Oui. Ils sont morts parce qu'au service de la France, et ils ont battu un totalitarisme comparable au nazisme, à la montée du nazisme de l'avant-guerre, et on a vu tout ce qui s'est passé ensuite. Donc c'est pour moi la même chose. Donc c'est un combat vraiment qu'ils ont mené, il faut vraiment leur rendre hommage. Ceci étant dit, il est tout à fait anormal que la France soit la seule à supporter financièrement cette opération. Aucun autre pays n'y participe, à part quelques personnels, mais vraiment à la marge. Et nous sommes les seuls à avoir engagé des militaires sur le terrain dans cette opération. Donc c'est incompréhensible. Ça concerne normalement toutes les démocraties, et en particulier européennes. Donc il y a là la vraie combat, c'est ce que vous avez dit, est ici. Ben oui, sur bien le sûr. territoire. Alors, il y a d'abord la français. vraie campagne qui est ici, et ensuite sur celle qui est menée à l'extérieur. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas être les seuls à nous battre, à mener cette guerre contre le terrorisme, car elle concerne l'Europe et la planète entière. En réalité,
Malheureusement, j'ai le sentiment et même la certitude qu'encore une fois, le gouvernement français, M. Macron, n'ont pas pris la mesure. N'ont pas pris la mesure de l'étendue de la situation. Il y a des mots forts de leur part, mais les actes ne suivent pas. Nous avons étudié cela, nous avons travaillé cela, nous savons ce qu'il en est. Nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens. Nous ne sommes pas là pour utiliser à des fins politiciennes ce qui se passe. Non, nous disons les choses et nous voulons y porter remède. Et nous avons vraiment cette volonté. C'est pour cela qu'il est indispensable d'arriver au pouvoir s'ils ne le font pas. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.